Quelle épopée! Franchement, le Sénégal sur le toit de l'Afrique. Une deuxième fois en 4 ans. Je sais pas pour vous, mais j'ai encore les images de la finale en tête, là, contre le Maroc. La tension, le but, le soulagement, c'est un de ces moments qui restent, quoi. Mais bon, une fois que l'euphorie du terrain retombe un peu, il y a une autre bataille qui commence. Une bataille plus symbolique. La bataille pour le récit officiel, en quelque sorte. C'est exactement ça. Et le premier chapitre de ce récit, il vient d'être écrit par la Confédération africaine de football, la CAF, avec la publication de son fameux 11 types. L'équipe de rêve. L'équipe de rêve de la compétition, voilà. Alors pour nous y retrouver, on s'appuie sur un article très complet de wisport.com, qui est un média sénégalais. Et ce qui est passionnant, c'est qu'il ne donne pas juste la liste. Il soulève déjà les points qui fâchent. Notre mission aujourd'hui, on va décortiquer cette équipe type, voir qui sont les élus, ce que ça nous dit de la hiérarchie du foot africain. Et surtout, on va s'attarder sur les absents, ceux qui font déjà couler beaucoup d'encre. Oui, et c'est un exercice qui est fascinant, parce qu'il faut bien comprendre que ce n'est pas juste un Hall of Fame, c'est un acte presque politique au sens noble. La CAF choisit les 11 visages qui vont incarner cette 35e édition dans les archives. Et le fait d'avoir la perspective d'un média du pays champion, c'est une vraie chance. On a le regard de celui qui est au sommet, avec la fierté, mais aussi une certaine exigence. Oui, une exigence de perfection. Exactement. Du coup, on va pouvoir aller au-delà des noms et s'interroger sur les critères, les non-dits, et puis cet écart qu'il y a parfois entre la performance ressentie par le public et la reconnaissance officielle. Parfaitement posé. Alors, commençons par le début, par les champions. L'article le dit direct, le Sénégal est largement représenté. 4 joueurs, c'est le plus grand contingent. À égalité avec le Maroc. À égalité avec le Maroc, on sent tout de suite le poids de la finale. Bah oui, la logique du résultat est respectée au moins, en apparence. Le champion et son dauphin se partagent le gros du gâteau. Alors regardons ces 4 lions d'un peu plus près. Le premier, c'est une évidence absolue. Sadio Mané. Non seulement il est dans le 11, mais il est élu meilleur joueur du tournoi, incontestable. Personne ne peut contester ça, il a été le phare de l'équipe. Le statut du meilleur joueur de la meilleure équipe. C'est la base. Ensuite, on passe au milieu de terrain. Et là, on a un duo qui symbolise bien l'équipe, je trouve. D'abord, Idrissa Gana Gueye. L'infatigable. Voilà, l'article dit « l'infatigable maître du milieu de terrain ». La machine à tout faire. Et à ses côtés, Pape Gueye, le héros de la finale, celui qui marque ce but unique, décisif. Et ce duo est très très parlant. Ce n'est pas anodin de les avoir choisis tous les deux. D'un côté, on a la régularité, le marathonien, celui qui a tenu la baraque pendant 7 matchs. Oui, Et de l'autre, on a l'homme de l'instant T, celui qui surgit au moment où l'histoire s'écrivait. C'est une façon pour la CAF de dire qu'elle récompense à la fois le travail de fond et l'exploit qui fait basculer un match. Et le dernier Sénégalais, c'est en défense, Moussa Niakhaté. C'est peut-être le nom le moins bling-bling des 4. le moins clinquant, oui. Le moins clinquant, exactement. Mais sa présence est justifiée par une statistique. Une statistique qui est juste monstrueuse, que l'article rappelle. Le Sénégal n'a encaissé que 2 buts en 7 matchs. Une forteresse. Une forteresse. Mais je me pose la question, est-ce que Niakhaté était vraiment le meilleur défenseur individuel ou est-ce qu'il est là pour représenter ce bloc défensif exceptionnel ? Ah, c'est une très bonne question. Et moi, je pense que la réponse est un peu entre les deux. Il a été très solide, c'est sûr. Mais sa présence est avant tout un hommage à la performance collective de la défense sénégalaise. Et c'est là que la sélection de ces 4 joueurs devient vraiment intéressante. Si tu regardes la structure, un attaquant star, 2 milieux qui se complètent et un pilier défensif, Ça couvre toutes les lignes. Voilà. Le message est clair. Le Sénégal n'a pas gagné sur un coup de génie isolé. Ils ont gagné grâce à un équilibre parfait sur tout le terrain. Le parcours presque parfait que mentionne Wisport, il est validé par cette répartition. C'est la consécration d'un système, d'une machine bien huilée. exactement. Et pas seulement d'une collection d'individus. Cette lecture de la machine bien huilée est très juste. Ça explique pourquoi on n'a pas par exemple 2 attaquants sénégalais. Ils ont voulu raconter l'histoire de leur équilibre. Mais une finale, ça se joue à 2. Du coup, le Maroc. L'autre grand protagoniste avec 4 joueurs aussi. Oui, et on devrait logiquement retrouver un équilibre similaire, mais le récit est peut-être un peu différent pour eux. Alors pour le Maroc, l'article met en avant 2 noms qui, comme pour Mané, sont des évidences. D'abord Brahim Diaz, meilleur buteur de la compétition, Logique. et ensuite le gardien, Bono, qui est élu meilleur portier du tournoi. Jusque-là,
c'est limpide. Oui, on coche les cases des récompenses individuelles majeures. C'est la bave. Ça donne de la crédibilité à l'ensemble. On ne peut pas nommer un meilleur gardien et ne pas le mettre dans l'équipe type, ça n'aurait aucun sens. Mais ça nous laisse 2 autres joueurs marocains. Et c'est là qu'on peut chercher à comprendre la lecture de la CAF sur leur parcours. Qu'est-ce que ces autres choix nous apprennent sur la manière dont le Maroc est arrivé en finale? C'est là que la comparaison avec le Sénégal est intéressante. Le Maroc, leur parcours a peut-être été plus laborieux, plus dans la douleur. Oui, Leurs autres représentants sont Hakimi en défense et un autre milieu. Donc, sur le papier, la structure ressemble à celle du Sénégal. Mais en fait, ça ne raconte pas la même chose. Le choix d'Hakimi, on y reviendra, c'est un sujet en soi. Mais la présence de ces 2 joueurs suggère que la CAF a reconnu leur solidité, cette capacité à tenir le choc, même quand le jeu n'était pas flamboyant. C'est peut-être le récit d'une équipe plus résiliente que dominante. je vois. D'un côté, la machine sénégalaise, de l'autre, la forteresse marocaine. Et puis, il y a le 3e larron, celui qui complète le podium, le Nigeria. 3 représentants, ça n'est pas rien non plus. Non, c'est une reconnaissance claire de leur statut de 3e force. Ils n'étaient vraiment pas loin. Dans leur rang, on a évidemment la superstar Victor Osimhen en attaque. Il n'a pas fini meilleur buteur, mais son impact a été énorme. Et à ses côtés, on trouve le défenseur Calvin Bassey et l'allié Ademola Mouloukman. Ce trio-là, qu'est-ce qu'il nous dit sur les Super Eagles? Ils nous racontent l'histoire d'une équipe peut-être un peu déséquilibrée. Une équipe avec un talent offensif phénoménal, incarné par Osimhen et Lookman, qui ont été des poisons constants pour les défenses. Clairement. Mais le fait de n'avoir qu'un seul défenseur, Calvin, ça suggère peut-être que c'est là que le bas a blessé. Ils avaient le feu devant, mais peut-être pas la même assurance derrière que les 2 finalistes. Le 11 type met en lumière leurs forces, mais aussi, en creux, leurs faiblesses. C'est une bonne analyse. Et en parlant de ça, je suis en train de faire le calcul. 4 Sénégalais, 4 Marocains, 3 Nigériens. Attends, 4 plus 4 plus 3, ça fait 11. Et oui, C'est incroyable. L'équipe est exclusivement composée de joueurs des 3 premières équipes du tournoi. absolument. Et ça, c'est un choix éditorial extrêmement fort de la part de la CAF. Ce n'est pas une mosaïque qui célèbre la diversité du foot africain. Ce n'est pas un 11 qui fait un clin d'œil à la belle surprise du tournoi. Non, Ou au parcours héroïque d'une équipe éliminée en quart. Non. C'est un portrait brut, presque brutal, d'une compétition dominée par un trio de tête. c'est un message qui dit « il y avait eux, et puis les autres loin derrière Exactement. La CAF dresse le constat d'une hiérarchie très, très claire lors de cette CAN 2025. Et elle a choisi de récompenser cette suprématie sans faire de concessions. C'est une approche qui se défend d'un point de vue purement sportif, mais qui peut laisser un goût amer à d'autres nations. ». Cette concentration sur le podium donne une impression de logique implacable. Mais c'est justement là, dans les détails, que ça coince pour certains. Et notre source, Wisport, met le doigt dessus. Il y a un nom qui manque et qui fait beaucoup parler au Sénégal. Crépin Diatta, l'inévitable controverse du grand absent. Chaque liste de ce type en a un. C'est presque une tradition. Et là, le cas est particulièrement poignant. L'article nous rappelle que Diatta a réalisé une CAN remarquable. Il a été un des moteurs de l'équipe. Il a même délivré une passe décisive. Le drame, c'est qu'il a dû déclarer forfait pour la finale. Un problème médical. Le coup du sort absolu. C'est terrible. Se blesser juste avant le match de sa vie. Et c'est là que le sentiment d'injustice, tel que le rapporte l'article, prend racine. Le journaliste estime que Diatta aurait largement mérité sa place. Et la frustration est d'autant plus grande que, selon l'article, sa place a été prise par le Marocain Hakimi, qui, lui, n'a pourtant pas disputé les 2 premiers matchs. Ah oui. L'opposition est directe. Diatta, présent tout le temps, sauf à la fin, contre Hakimi, absent au début, mais présent à la fin. Et là, on est au cœur du dilemme philosophique de ce genre de sélection. Qu'est-ce qu'on récompense? Est-ce que c'est la constance sur toute la durée de la compétition ou est-ce que c'est la performance dans les matchs qui compte le plus? On peut quand même comprendre la logique des votants, non? Si tu n'es pas sur le terrain pour le moment le plus important, pour la photo finish, comment peux-tu être considéré comme l'un des meilleurs du tournoi? C'est cruel, mais ça se défend comme critère. Ça se défend, oui. Mais ça ouvre une boîte de Pandore. Ça pose la question de la définition même de la valeur d'un joueur. Est-ce que c'est celui qui a été le plus régulier et le plus impactant sur le chemin vers la finale, ou celui qui a brillé sous les projecteurs du dernier match? Le cas de Diatta contre Hakimi, c'est l'exemple parfait de ce clash. Hakimi a manqué le début, mais il était là quand la pression était à son comble.
Diatta, lui, a porté son équipe jusqu'au seuil de la gloire avant d'être stoppé par son corps. Lequel des deux a eu le plus d'impact global? Il n'y a pas de réponse facile. Ça montre bien toute la subjectivité de l'exercice, en fait. L'actif de Wii Sport est essentielle ici. Elle nous transmet ce sentiment d'injustice. Un sentiment probablement partagé par beaucoup de supporters sénégalais. Ils ont vu leur joueur être exceptionnel, être un artisan majeur du parcours, pour finalement être effacé du tableau d'honneur à cause d'une blessure. C'est l'aspect humain et parfois terriblement injuste de ces récompenses. Bon, essayons de rassembler les pièces du puzzle. Si on synthétise un peu, qu'est-ce que cette liste nous apprend au final? D'abord, et c'est le point de départ, la victoire du Sénégal est totale. Ils ont le trophée et ils ont la reconnaissance dans l'équipe type. C'est une double consécration, sur le terrain et sur le papier. L'histoire retiendra leur domination. Ensuite, on a vu que ce 11 type de 2025, c'est une photographie très élitiste du tournoi. Il ne s'éparpille pas. Il raconte l'histoire d'une compétition à 3 vitesses, dominée sans partage par le trio Sénégal, Maroc, Nigeria. C'est un reflet fidèle du rapport de force, sans fioriture ni diplomatie. Le message, c'est que le fossé s'est peut-être creusé entre ce top 3 et le reste du continent. Et enfin, le troisième point, le plus humain peut-être, aucune liste, aussi logique soit-elle, n'échappe à la controverse. L'absence de Crépin Diatta, mise en lumière par notre source, est là pour nous le rappeler. Oui, elle vient nourrir les débats et montre qu'il y a toujours plusieurs façons de lire un événement. L'histoire officielle n'est jamais la seule qui compte. C'est le point fondamental. Cette équipe de la CAF, c'est le récit qui sera gravé dans le marbre des archives. C'est la version officielle, quoi. Mais la polémique autour de Diatta nous rappelle qu'il existe toujours des récits parallèles, des contre-histoires, écrites par les supporters, les journalistes. Oui, les témoins. Voilà. Et ces histoires-là, celles qui sont chargées d'émotions, d'un sentiment d'injustice, d'un attachement particulier à un joueur, elles sont parfois beaucoup plus vivaces dans la mémoire collective. C'est un peu la mémoire du cœur contre... Des statistiques, exactement. Et cette histoire de Diatta, ce héros malheureux, ça prouve bien une chose. L'histoire officielle, celle des vainqueurs et des palmarès, n'est jamais la seule qui existe. La mémoire des supporters, elle, a ses propres élus. Et souvent, ce sont ces héros malheureux qui marquent le plus durablement les esprits. Et ça me fait me poser une dernière question, une réflexion à laisser à ceux qui nous écoutent. Au fond, qu'est-ce qui fabrique une légende dans le sport? Est-ce que c'est la ligne ajoutée à un palmarès, la médaille d'or, la reconnaissance officielle? Ou est-ce que c'est l'émotion pure d'un moment, la beauté d'un geste, la cruauté d'un destin, même si l'histoire se termine par une déception? Qu'est-ce qui reste des années plus tard?